Bienvenue dans Bloom Up, le podcast qui éclaire la parentalité sous toutes ses facettes. Je suis Élodie Roca, votre hôte et partenaire dans cette aventure unique qu'est devenir et être parent. Ici, on ne vous donnera pas de recettes toutes faites, ni de leçons bien pensantes. À la place, vous découvrirez des échanges inspirants avec des parents comme nous et des conseils éclairés d'experts pour nous aider à construire notre propre chemin. Parce que la parentalité, c'est un mélange de doutes, de joie, de défis et surtout une quête d'équilibre. Entre vie pro et perso, entre nos besoins et ceux de nos enfants. Ensemble, nous allons explorer comment vivre ces montagnes russes pour trouver non seulement un équilibre, mais aussi du bonheur et de l'épanouissement. Accrochez-vous, c'est parti pour une plongée sincère, vivante et pleine de découvertes dans l'univers des parents d'aujourd'hui. Votre soutien compte énormément pour moi. Si cet espace vous inspire, prenez s'il vous plaît un instant pour mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet à Bloom Up de grandir et de toucher encore plus de parents. Merci infiniment et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui a su transformer l'épreuve la plus difficile en une véritable leçon de vie. Édith Lemay vit au Canada avec son mari et leurs 4 enfants, dont 3 sont atteints d'une maladie dégénérative des yeux qui leur fera probablement perdre la vue. Face à ce diagnostic insoutenable, ils ont choisi de remplir la mémoire visuelle de leurs enfants, non pas avec des images dans les livres, comme leur préconisaient les médecins, mais en leur faisant découvrir le monde. 15 mois d'un voyage extraordinaire qui a donné naissance au film Blink sur la chaîne Disney+, et au livre Plein leurs yeux. Dans cet épisode, Édith nous raconte comment, à travers le courage, la résilience et l'amour, on peut transformer l'inévitable en quelque chose de beau, de grand et de profondément inspirant. Une histoire qui force le respect et qui résonnera bien au-delà de sa famille. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Édith Lemay. Bienvenue dans Bloom Up. Bonjour Édith. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir au micro de Bloom Up aujourd'hui. Comment tu te sens alors que tu t'apprêtes à nous livrer ton histoire de maman? Bien, ça fait plusieurs fois que je partage mon histoire, mais à chaque fois, les réactions sont tellement positives et il y a tellement de gens qui me contactent pour leur dire que ça les a inspirés, tout ça, que c'est un plaisir de continuer à partager. Alors, qui sont les personnes qui forment ton cercle familial? Le cercle familial rapproché, c'est mon conjoint Sébastien et mes 4 enfants. Mia qui a aujourd'hui 14 ans, Léo qui a 12 ans, Colin qui va avoir 10 ans dans quelques jours, et puis le petit bébé, Laurent, qui bientôt va avoir 8 ans. Donc, Oh là là. plus si un bébé que ça, mais il va toujours être notre bébé À jamais. à jamais. Voilà. Et toi, dans quel type de famille as-tu grandi? Tu fais partie d'une famille nombreuse aussi? Ouais, je viens aussi d'une famille de 4 enfants, donc je suis l'aînée d'une famille de 4. D'accord. Donc ce chaos-là, j'avais l'habitude. Tu connais bien. Je le connais bien. Et toi, tu as toujours voulu être maman? C'est quelque chose que tu as toujours voulu être? Ouais. J'imagine qu'en étant l'aînée en plus d'une famille de 4 enfants, on est un peu la deuxième maman de temps en temps. Ouais, assurément. Mais en même temps, tu sais, nous, on est 4 enfants, mais il n'y a que 3 ans d'écart entre moi et les derniers. Donc, Ah oui, c'était c'est des rapproché. jumeaux. C'était très rapproché. Donc, il n'y avait pas tant le... Oui, tu sais, il y avait la grande sœur qui prend soin des autres, mais en même temps, c'était pas très maternel parce que l'écart n'était pas il y avait très peu grand. d'écart. Ouais, t'as pas dû jouer la deuxième maman du fait d'un écart Exactement. d'âge. Exactement. Ouais. Ouais, d'accord. J'ai Alors, on peut essayé, dire... mais ça passait pas. Ça passait pas. Tu as essayé de prendre cet avantage de temps en temps, mais ils se sont dit non. Non. Alors on peut dire que ta famille et toi, vous avez une histoire hors norme, si je peux la qualifier ainsi. On va commencer avec la genèse de cette histoire. C'est quand et comment vous vous êtes rencontrés avec Sébastien? Ah ouais, la jeunesse comme ça. Ah bah oui, faut bien commencer quelque part. Jeunesse. En fait, on s'est rencontrés, tout banal, en ligne, sur un site de rencontre. Ça, c'était D'accord. avant les applications. Ça n'existait pas
quand on Ouais. s'est rencontrés. Mais il y avait quand même des sites de rencontres et c'est un site de rencontres pour sportifs, tu sais, qui aiment les activités. Donc, c'était un peu des matchs Ah oui. avec, les activités. Et quand on s'est vus, en personne, on a réalisé que, en fait, on est allés à l'université ensemble et Ah ouais? on se connaît Et vous étiez jamais vus avant? on s'était vus, mais on s'était jamais vraiment parlé, tu sais, il y avait pas eu d'atome crochu. Tu sais, quand je l'ai vu, je me rappelais qu'il était à l'université, mais c'est super drôle, on a plein d'amis en commun, tu sais, on connaît Ah ouais. le même genre, mais voilà, on s'était jamais parlé. Et puis, tu sais, ça faisait quand même 10 ans qu'on avait gradué, puis on s'est toujours dit, tu sais, si on s'était parlé à l'université, tu sais, si on Ouais. était pas au même endroit, on était super différents, donc probablement que ça aurait absolument pas, connecté à l'université et 10 ans plus tard, je l'aurais revu, j'aurais dit: «Ben non, je sais c'est qui, ça fonctionnera pas». J'aurais pas pris contact avec Tu lui. lui aurais pas donné une chance, quoi. Ouais, tu vois? Ouais. Et puis voilà, finalement, Et puis c'était voilà, c'était finalement l'âme là, sœur, hein, c'était la ouais, grande rencontre, donc on a bien fait de pas se parler à l'université, finalement. C'est finalement. On avait des c'est choses à top. vivre chacun de notre Chacun de côté, donc voilà, avant de pouvoir vous rencontrer et faire ouais, votre chemin ensemble. ouais. Et vous avez tout de suite parlé d'avoir une famille nombreuse. Est-ce que, c'est venu assez rapidement, dans votre histoire? Nombreuse, non. Tu sais, je crois on était d'accord pour 3. C'était un peu le shift, lui vient d'une famille de C'était le plan, 3, 3. 3. C'était le Ouais, plan 3. ouais. Puis voilà, rendu à 3, on a dit: ça va, ça se fait bien, on pourrait essayer Ouais, une fois un finalement on autre». gère. Ouais, puis ça a jamais été, un plan décidé, tu sais, on a dit: «Ouais, on pourrait peut-être essayer un 4e, ouais, ça se ferait, ça serait bien». Puis sans faire de plan concret, il est arrivé, avant qu'on puisse, changer d'idée. Alors, Ouais. voilà, Et on voilà, a et été maintenant vous avez, une famille, de 4 beaux enfants. ouais. Et toi, tu t'es sentie, maman, tout de suite quand, alors Mia, c'est l'aînée, donc quand Mmh. tu as eu enfin, quand tu étais enceinte de Mia ou je sais pas, quand tu l'as tenue, dans tes bras pour la première fois ou après là, quand tu as connu tes premières on va dire, épreuves de maman au début? Ah, bonne question. Ah, je sais pas, j'ai pas vraiment senti moi la transition, tu sais, je crois que c'était maman tout de suite Suite, dès, ouais. dès le début de la grossesse. Tu sais, je Mmh. pense aussi quand c'est une grossesse désirée et que tu veux vraiment, je le sentais. Puis fait que Ouais. j'ai bien plongé dans le processus de grossesse, tu sais, lu plein d'informations. Hem, c'est sûr que, tu sais, c'est de trouver les refaire après, tu sais, une fois qu'elle est née, tu sais, on perd ses repères et puis moi, je suis quelqu'un de très, logique. Donc, tu sais, j'ai voulu chercher de l'information dans les livres. Et là, je trouvais plein de recettes, de dire: «Ouais, il faut que tu la mettes sur un horaire», tout ça. Et j'ai essayé d'appliquer tous ces conseils, mais évidemment, tu te rends compte que les conseils, ils vont dans toutes les directions possibles et puis que, ça s'applique absolument pas. Tu sais, souvent, tu vas contre ton instinct. Alors, à un moment, j'ai pris tous les livres et je les ai foutus à la poubelle. J'ai Ah dit: ouais, «Non, ça marche fonctionne pas pas, pour ça moi. marche pas. C'était pas une recette, c'est pas une expérience scientifique». Et à partir du moment où je me suis vraiment plus fiée à mon instinct, là, ça a bien été. Ça a été plus fluide, ouais. Plus fluide, ouais, voilà. Ouais. Puis j'imagine qu'après, bah, avec l'arrivée, des 3 autres au fur et à mesure, tu prends aussi confiance. Ouais. En fait, le deuxième a toujours le même effet. Tu sais, le 1er, bon, tu apprends des trucs, tu es en apprentissage, là, tu penses que tu connais tout, tu finis par comprendre ton bébé, tu penses que tu as compris comment ça fonctionne un enfant, que Tu tu sais, sais j'ai la comment être recette. maman, voilà. Et là, le deuxième arrive et puis là, il y a rien qui fonctionne. Et là, tout est à refaire parce que c'est un autre humain et tu finis par comprendre que, ouais, je crois que c'est vraiment au troisième que là, tu as cette espèce de compréhension, il y a pas de recette, il y a rien qui fonctionne, c'est comment te fier à ton enfant, donc te fier à Mmh. ton instinct puis, aller donc cette espèce de danse-là, elle devient un petit peu plus, acquise. Puis le Mmh quatrième, mh. là, il y a plus de questions. Le quatrième, je crois que c'est pour moi, ça a été un peu la maternité la plus, hem, facile, mais facile, dans le sens d'agréable, où il y avait tellement
il y a moins de questionnements. Tu sais, il y a des défis, tu sais, il y avait des moments difficiles, tu te poses encore des questions, mais il n'y a pas le stress de dire, tu te remets pas en doute en tant que maman, en fait. Tu essaies de trouver Ouais, des tu sais, c'est solutions. bon, j'en ai Ouais, déjà géré plusieurs. Après, tu t'adaptes, c'est ça. mais Tu sais tu as qu'une cette difficulté, assurance, quoi. c'est Ouais. ça, tu sais qu'une difficulté, c'est pas lié à ta qualité de maman, mais vraiment bon, c'est un défi, il faut passer au travers. C'est très différent, je crois, comme défi. Alors que les premiers, mais tu as toujours ce doute-là de se dire, ben, je m'y prends pas comme il faut, je suis pas à la hauteur. Tu sais, je connais pas, j'ai pas la bonne information. Puis au quatrième, ben là, t'es plus zen, en fait. Bon, c'est le chaos, mais Et c'est enfin, plus c'est zen. la maman que tu imaginais être? Bonne question. Ouais, je crois que oui. Je crois que oui. J'avais pas une vision précise d'être maman, je crois. Mmh. Mais ouais, je crois que je Tu suis t'étais pas devenue. projetée et puis, au final, Non, je pense pas. Ou je mmh. me rappelle plus. Bon. Mais bon, mais tu sais, mais Oui, c'est sûr ouais. que d'être maman, tu découvres. J'imagine que, ouais, je crois que quand tu te projettes pour être maman, tu connais pas tes limites. Donc ouais, je devais pas avoir mes limites, alors qu'aujourd'hui, je les connais et je les accepte. Probablement quand je me projetais comme maman, j'avais pas en tête ces limites-là. Surtout que j'ai comme exemple tellement une maman parfaite que, tu sais, hem, la barre, elle était haute. Ah, c'est vrai, tu voulais refaire comme ta maman à toi? Sans vouloir refaire, tu sais, c'est juste que j'étais tellement reconnaissante de la façon que mes parents m'avaient élevée, de ce que j'étais devenue grâce à mes parents, que c'est sûr que c'est une des raisons qui faisait que je voulais avoir des enfants, en fait. Ouais. Et Donc ça influe un peu sur ta manière d'être, et ouais, je crois d'être que parent, au ouais, quotidien? je crois Ouais, que oui. ouais. Et alors comment se sont déroulées ces premières années d'une famille de 6? Alors j'imagine, tu devais pas t'ennuyer? Ah non, on s'ennuie pas. Mais bon, à 6, c'est ça, quand le quatrième arrive, il y a cette espèce de lâcher prise. Hem, tu peux pas contrôler la vie à 4 enfants, ça part dans tous les sens. Donc c'est plus, ouais, c'est plus chaotique, mais ça stresse moins d'une certaine façon. Parce que tu sais, je crois que jusqu'à 3 enfants, tu peux essayer d'avoir le contrôle. C'est encore possible. À 4, pour survivre, tu as pas le choix de laisser aller. Donc ça vient avec une espèce D'acceptation. d'acceptation, voilà, d'embrasser le chaos. Ouais. Mais bon, en même temps, je me rappelle la première fois, tu sais, dans l'espèce de logistique de gestion, je me rappelle la première fois qu'on est allé chez mes beaux-parents avec les 4 enfants. On avait le petit bébé qui avait à peine quelques semaines et je crois que c'est la première fois qu'on sortait et vivre dans un bloc appartement et on doit prendre un ascenseur. Alors on rentre dans l'ascenseur et il y a Colin qui avait, 2 ans et hem et là, on sort tous de l'ascenseur et on arrive pour entrer, on se retourne, ben, Colin était pas là. Ah, Il était resté dans l'ascenseur, puis il était redescendu, mais la merde! Et là, c'était un peu le fou rire de dire: «Attends, c'est notre première sortie et déjà on perd un enfant, ça va pas aller». voilà. Ah! Embrasser le Donc chaos. embrasser le chaos, ouais. Bon et on les a maintenus en vie jusqu'à Jusqu'à présent et présent. ça va. So you're doing fine. Ouais. Alors PD, E6B, ces lettres et chiffres, vont changer à jamais le cours, de votre histoire. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? PDS6B, c'est un gène. C'est un gène, qui produit une protéine, pour la rétine et ben, chez mes enfants, il est défectueux. En fait, chez 3 de mes enfants, chez Mia, Colin et Laurent. Donc le gène ne produit pas la protéine, ce qui fait que les cellules sur leur rétine se dégradent tranquillement et qu'éventuellement, ben, ils vont perdre la vue. Et c'est dû à quoi cette maladie, génétique? Enfin, il y a le fait qu'ils ne produisent pas cette protéine, mais comment ça se fait qu'il y a, enfin 3 C'est sur une 4 qui ont mutation. été Ouais, ouais, c'est une mutation génétique et comme c'est un gène récessif, donc Sébastien et moi, tu sais, on a 2 copies de chaque gène. Donc Sébastien et moi, on avait chacun une copie, qui a une mutation, donc qui est non mmh. fonctionnelle
Et bon, quand tu as un enfant, tu passes un de tes 2 gènes, un du père et un de la mère. Et donc, on avait une chance sur 4 de passer 2 gènes défectueux à un de nos enfants. Et au final, c'est 3 de nos enfants qui ont eu les 2 gènes défectueux. D'accord. Et alors, comment ça s'est manifesté? Comment vous vous en êtes rendu compte? Ben, quand Mia, elle avait 3 ans, elle se levait souvent la nuit, puis elle venait dans notre chambre, mais quand elle se déplaçait la nuit, dans la pénombre, elle fonçait dans les murs, dans les meubles, elle se cognait, tu sais, j'avais vraiment l'impression qu'elle voyait pas ce qu'il y avait devant elle, alors que moi, je voyais bien qu'il y avait un meuble ou qu'il y avait un mur. Mais tu sais, comme c'était ma première enfant, je me suis dit: «Ben, c'est peut-être une étape de développement normal, tu sais, elle l'analyse pas bien encore ou sa vision est pas tout à fait développée». Puis je l'ai mentionné à l'optométriste, lors d'un examen et là, il a fait quelques tests, puis il a dit: «Bah, on va aller voir l'ophtalmologiste». Alors j'ai été voir un ophtalmo et évidemment, en parallèle, ben, tu sais, comme toute maman, tu te mets à faire plein de recherches sur internet, Sur tu trouves, internet, le pire, ouais, ouais, tu trouves le tout. pire, ouais. Mais je me rappelle pendant ces recherches d'avoir vraiment vu, d'avoir vu la rétinite pigmentaire et bon, que ça cause la cécité. Puis j'ai fait: «Ah ben non, c'est impossible, il y a pas de cécité dans la famille». Donc, tu sais, je me disais: «Bon, voilà, je suis en train de me magasiner, un cancer, sur internet». Puis il y avait une autre option qui était ce qu'ils appellent, stationary night blindness. C'est comme c'est que la vision de nuit qui est affectée, mais c'est un truc qui est stable et qui va pas évoluer dans le temps. Alors je me suis dit: «Bah, c'est fort probablement ça». Ouais, que ce soit ça, ouais. Ouais, ça ressemble à ça, puis bon, ça cause quelques petits soucis, mais c'est pas la fin du monde et d l'ophtalmologiste, en fait, il pouvait pas diagnostiquer ni un ni l'autre et il fallait qu'il fasse des tests plus poussés et ça a pris presque 4 ans avant qu'on ait un Ah diagnostic, ouais, clair, ouais, clair et définitif, clair et d'accord. définitif, ouais. Ouais, donc mais ça a été quoi? Une entre guillemets «une errance médicale» ou ça a été à un moment donné, vous avez rencontré le bon spécialiste ou enfin? Non, c'est vraiment en fait, c'est une question de on avait fait des tests génétiques, comme c'est une maladie qui peut pas vraiment être vue très pré dans les premières étapes de développement de la maladie, ça peut pas être diagnostiqué nécessairement, Ah ouais, directement. Mmh. directement. Donc il a fallu voir par les gènes Mmh. et le premier test génétique, le premier panel génétique, ben, est revenu négatif. Donc tu sais, tous les gènes classiques, il y a rien il y avait pas de mutation, déjà connue, en fait. D'accord. Mais ce qu'ils ont fait, c'est on est entré sur un protocole de recherche qui permettait de, faire tous les génomes de Mia et de moi et Sébastien et ils ont pas trouvé mais en génétique, je crois, de ce que je comprends, c'est un peu comme, tu sais, il y a comme une espèce de banque de données de toutes les mutations répertoriées et puis bon, tu sais, on passe le dans le système, mais s'il y a rien qui ressort, on la met sur une espèce de pile, en attente et après un certain temps, on la repasse dans le système parce que il y a des nouvelles, mutations qui sont découvertes, ben, tous les jours. Donc ça a pris 2 ans avant qu'ils trouvent quelque chose, qu'il y a quelque D'accord. chose qui accroche. Donc je crois que Ouais. c'est ce qui est arrivé. Et du coup, comment enfin, vous l'avez, appris en fait, enfin ce diagnostic finalement un peu plus définitif? Ben, rendez-vous chez le généticien, il te dit: «Bon, heu, le médecin demande à vous voir, on a des résultats pour Mia» et voilà, il t'annonce, c'est positif pour le PDF6B, voilà et Et à ce moment-là, tu comprends, enfin ce qui attend Mia? Tu étais déjà alors tu l'avais déjà vu un petit peu comme tu disais sur les forums et j'imagine que vous en parliez, mais est-ce que tu prends un peu conscience de l'ampleur de la situation? ben, oui et non. Je crois que même Mmh. aujourd'hui, c'est difficile de prendre conscience de l'ampleur de la situation Ouais. sans le vivre. Tu sais, tu le comprends, mais pas totalement et puis sur le coup, ben, tu es tellement dans l'émotion, dans le choc, il y a tellement de trucs à digérer que, voilà, faut d'abord
passer par-dessus le choc, il faut passer par-dessus le déni. Tu as envie de dire, mais, tu sais, la première étape, c'est vraiment comme un deuil. Donc, la première étape, c'est dans le déni. Tu crois qu'il y a une erreur, tu crois que c'est impossible. Ben, puis après, ben, tu es en colère aussi. Pourquoi ça nous arrive? Tu sais, Ouais, qu'est-ce qu'on a pourquoi nous, fait quoi? pour. Ouais, Ouais. pourquoi nous? Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et, Mm. et voilà. Après, la tristesse vient Mm. parce que tu réalises ce qui s'en vient. Et bien voilà, c'est les c'est un long processus d'acceptation, en fait. Mhm. Et quand vous l'avez appris, voilà, Sébastien et toi, vous avez eu la même réaction? Est-ce que ça a chamboulé le rapport entre vous deux? Non, non, on a vraiment été sur la même longueur d'onde, je crois. Je crois qu'on se suivait beaucoup, hem, on se supportait, tu sais, quand il y en avait un qui était plus, on n'était pas nécessairement, dans la même émotion en même temps, mais ouais, non, ça a pas vraiment affecté notre relation. Tu sais, en général, on est très souvent sur la même longueur d'onde, donc ça a pas fait exception. Ça vous a renforcé et ça Mmh. vous a pas séparés, quoi? Non, mais parce qu'il y a des couples qui, quand ils vivent des choses comme ça, c'est tellement dur qu'ils Ouais. ne peuvent être pas forcément en accord sur, on va dire, les prochaines étapes, la manière de faire et ça peut, voilà, avoir, Ouais. des conséquences, voilà, Ouais, mais sur ouais, le c'est ça, couple qui est formé. comme on a réagi à peu près pareil, je pense que c'est ce qui nous a soudés. Aussi, tu sais, c'est un diagnostic qui est, il y a pas grand-chose à faire, il y a pas 1000 cours, il y a pas de tu sais, il y a pas de traitement, il y a pas de diète spéciale, il y a pas donc comme tel, on pouvait pas être, pas d'accord sur la façon d'agir parce qu'il y avait pas tellement de trucs à faire, en fait. Et du coup, quand voilà, on a vu le médecin, on rentre chez soi, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On se dit quoi? On l'annonce à Mia, tout de suite? Je crois qu'elle avait 7 ans à ce moment-là, c'est ça? Ou 6 ans, Ouais, 7 ans? elle avait 7 Ouais. ans. Bah, c'était le gros dilemme parce qu'elle était pas là avec nous, chez le médecin et ben, tu pas de recette, tu pas de est-ce que tu dois lui dire ou tu ne dois pas lui dire? Tu moi, je cherchais vraiment à avoir, mon esprit cartésien voulait vraiment la bonne réponse, mais bon, elle n'existe pas la bonne réponse. Il y a pas de bonne et de façon de faire. Puis, quand je demandais à mon entourage, ben, j'avais moitié-moitié, hein. Tu avais la moitié des gens qui disaient: «Mais non, tu sais, à 7 ans, ça vaut pas la peine de lui mettre tout ce poids sur ses épaules». Comme elle avait pas vraiment des symptômes qui l'affectaient, ben, tu sais, on disait: «Ben, c'est pas nécessaire de gâcher sa jeunesse, tu sais, de la laisser Ouais. avoir son innocence, on lui dira plus tard». Et puis d'autres disaient que c'était mieux de l'apprendre maintenant. Puis c'est vraiment, une travailleuse sociale qui m'a dit: «Mais tu sais, il y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est toi qui es la spécialiste de ton enfant. Donc tu sais comment il va réagir. C'est toi qui sais ce qui est le mieux pour elle». Je dirais que ça m'a vraiment, calmée de dire: «Bon, voilà, je me suis plus centrée sur ma fille que plutôt sur, obtenir, la bonne façon de faire approuvée par les spécialistes Ouais qui et puis c'est un peu n'existe ta pas». réaction au tout début en tant que maman, c'est, bon les livres, voilà, je les ai tous mis à la poubelle et je suis mon instinct, quoi. C'est Ouais, mais tu as ouais. dû te poser, mais 1 million de questions, j'imagine, ça a dû débattre Ah, dans ta tête pendant, tellement c'est longtemps. clair, c'est clair. Mais tu sais, à partir du moment où on a pris la décision, on a dit: «Ben, ouais, non, Mia, elle est pas, c'est pas une petite fille anxieuse, elle est assez rationnelle, tu sais, je crois que ce serait mieux qu'elle le sache». Ouais, Puis surtout que parce que, tu sais, on a appris que, les changements hormonaux peuvent faire évoluer, tu sais, la maladie va pas nécessairement évoluer de façon, linéaire. Donc, les d'accord. changements hormonaux pouvaient amener, tu sais, des grosses pertes de vision soudaines. Alors, on se Ah disait, ben, oui. tu sais, s'il faut qu'à l'adolescence, elle ait des grosses pertes de champ de vision, puis que là, il faut lui annoncer en pleine adolescence, je me dis, mais non, c'est le pire moment pour l'apprendre. Et il y avait tout l'aspect aussi je voulais pas qu'elle considère qu'on lui ment, tu sais, Bah, si, ouais. Ah oui, vous m'avez caché ça, ouais, 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 je crois que c'était plus honnête de l'informer ouais, et je suis tellement contente de l'avoir fait, c'était la ouais. bonne chose à faire pour elle.
Bon, alors comment tu t'es lancée? Ben, on n'avait pas fait de plan, tu sais, comme il y avait pas d'urgence non plus à lui annoncer, c'est pas quelque chose qui allait changer dans les prochaines années, donc on avait le temps. Donc on avait laissé ça reposer un peu en se disant: «Ben, on va lui annoncer». On n'avait pas fait de plan précis. Puis, la situation s'est vraiment présentée d'elle-même où, un midi, Mia, elle est venue manger à la maison, ce qui est assez rare d'avoir un moment mère-fille quand tu as 4 enfants, des moments, c'est J'imagine, la oui. seule, ça existe pas beaucoup. Et puis naturellement, la conversation est allée sur le sujet du handicap. Je me rappelle plus pourquoi, un truc à l'école. Et puis là, j'ai vu la porte s'ouvrir. J'ai dit: «OK, allez, je me lance». Tu sais, j'ai pas réfléchi, j'ai rien pensé. J'ai dit: «Ben, tu sais que, tu sais, toi aussi, tu vas probablement avoir un handicap plus tard parce que, bon, tes yeux». Elle savait qu'il y avait quelque chose avec ses yeux parce qu'on faisait des examens. J'ai dit: «Ben, ta vision va se dégrader, puis probablement que tes yeux fonctionneront plus tard». Bon, tu sais, j'ai lancé ça comme ça, puis Tu lancé la j'attendais. bombe, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et puis là, j'étais prête à accueillir, les crises, les pleurs, tout ça, mais Ouais. elle s'est retournée. Elle a vraiment pris un temps pour réfléchir, puis elle a juste dit, en bon québécois, elle a dit: «Ah, c'est plate. C'est dommage». Ce serait Incroyable. l'équivalent. «Ah, c'est dommage». Puis sur le coup, je me suis dit: «Ben, elle comprend pas vraiment ce que je lui ai Bah, ouais. expliqué. Bon, ça sera à refaire parce que visiblement le message n'a pas passé». Mais tu sais, je l'ai surpris quelques semaines plus tard à se promener dans le couloir, hem, les yeux fermés. Elle se rendrait à la salle de bain en utilisant ses mains, tu sais, essayer de trouver son chemin. Puis, même un peu après, elle m'a dit: «Ah maman, tu sais, plus tard, je vais devoir bien ranger ma chambre pour pouvoir, retrouver mes trucs quand je verrai plus». Donc, tu sais, Ah. j'ai réalisé qu'elle avait vraiment très bien compris ce qui s'en venait, mais, tu sais, elle le rationalisait. Puis encore aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, elle a 14 ans, elle sait très bien ce qui s'en vient, mais tu sais, sa réponse à la question, tu sais, est toujours la même. Elle dit: «Mais ça sert à rien d'en faire aujourd'hui. Je veux dire, quand j'aurai des défis, ben, je passerai par-dessus, mais ça sert à rien aujourd'hui de m'inquiéter parce que ça va affecter mon présent alors qu'en ce moment, ma vision est encore bonne». Ah! Non, mais alors, quelle réaction incroyable! Je veux dire, Ouais. elle avait 7 ans, même maintenant, elle a 14 ans, Mmh. ouais, d'une maturité, je trouve. Enfin, c'est fou, quoi. Alors, tu connaissais bien ta fille, comme tu l'as dit, Mmh. tu l'as décrite comme ça, mais c'est vrai que les enfants sont quand même surprenants. Enfin, c'est Ouais. incroyable enfin, je trouve incroyable comme réaction, quoi. Mmh. Ah ouais, mais Ouais. c'était super inspirant, tu sais, quand ton enfant réagit comme ça, ben, toi, en tant qu'adulte, tu avais Ouais, alors si tu tu pas le choix. paniquais, tu te Ouais, dis: «Bon, bah, va pas falloir que je la panique plus parce qu'elle a l'air de plutôt bien réagir au vu de la ouais, situation». Non, ouais. ouais, Et ça a incroyable. toujours été important pour moi justement de quand on parle de de la condition, d'y aller de façon le plus neutre possible. Bien Pour sûr. justement pas passer mes peurs, mes appréhensions, mes doutes, ils m'appartiennent et je veux pas les transmettre. Donc, c'est de Mmh, toujours parler de cette condition comme quelque chose de, tu de normal. mmh, Voilà, c'est un fait, on doit vivre avec, puis il y a pas de raison pourquoi c'est comme ça, mais on va passer par-dessus. mmh. Et du coup, une fois que, bah, cette première, on va dire, onde de choc, est passée, vous avez eu le diagnostic pour, Colin et Laurent. Mmh. Alors ça s'est passé combien de temps, après celui de Mia? À peu près 6 mois après Mia. D'accord. Mais on savait déjà, on Il y savait avait déjà déjà des petits doutes, ouais, sur ouais, le ouais. C'est pour Colin, c'était certain. Laurent était tout petit, il avait quoi, 1 an à l'époque, donc c'est ça, on n'était pas, tu sais, c'est un peu difficile à tester. Tu te dis: «Ben, est-ce que j'ai vraiment testé assez dans le noir? Est-ce qu'il réagit ouais, pour X raison?» Donc j'étais pas complètement certaine, mais j'avais de sérieux doutes. En fait, tu d'accord. espères tout le temps, tu sais, même pour Colin, tu as toujours une espèce d'espoir de dire: Bah, «Ben, bien sûr, un on se espoir. trompe», mais voilà, on se trompait pas. Bah, ouais, et du coup, ta réaction, enfin déjà, Mia avec, cette maladie dégénérative, 2 autres enfants, en plus, enfin ta réaction a été la même? Est-ce que tu t'es effondrée ou enfin, voilà, comment vous avez géré ça tous les 2 avec Sébastien?
Ben, tu sais, je pensais que j'étais prête. Je me dis, ben, tu t'y attends, t'es déjà passé par là, ça va aller. Mais bon, la réaction a été la même. Tu sais, je me suis quand même Oui, effondrée. L'émotion, elle est toujours aussi vive avec la ouais. première que les deux autres. Mais je crois qu'il faut laisser passer cette émotion, faut plonger dans l'émotion si on veut qu'elle passe par-dessus, en fait. Mm. Tu sais, je crois que c'est surtout ce que j'avais appris. Tu sais, avec Mia, j'avais bien senti que de pas combattre cette émotion, la vivre, c'est ce qui a permis de plus facilement passer par-dessus. Et quand je dis passer par-dessus, tu sais, je crois que c'est une émotion qui est toujours là, qui est toujours vive. C'est juste que tu apprends à vivre avec plus facilement quand tu l'acceptes. Puis je crois que ça a été la même chose pour les garçons ensuite. Mm. Et il savait pour Mia que Mia avait cette Oui, mais maladie tu sais, dégénérative? ils avaient 1 an et 3 ans, donc Ah oui, ils oui, étaient tout mais non. petits. Ouais, 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 ouais. il y a pas eu pour les 2 derniers, il y a pas eu d'annonce claire. Ils étaient trop D'accord. petits, donc ça a un peu toujours fait partie d'eux. Il y a tu sais, on leur a jamais rien caché, donc on a toujours dit: «Ben oui, vous aussi», quand, tu sais, de les inclure quand on parle du diagnostic, mais tu sais, tranquillement, je crois qu'ils ont pris conscience de ce que ça signifie, Ouais, ils ont intégré en ça très vieillissant. tôt, quoi. Ouais, Ouais. voilà. Et donc il y a Léo qui n'est pas atteint de cette Mmh. maladie dégénérative. Comment lui, il vit la situation? Non mais, Heu, parce que bon, non, ouais, ben, je sais pas, tu sais, c'est une question vraiment d'adulte, je bah crois. ouais, sûrement. Parce que non, mais parce que, tu sais, je crois pas que Lui, il les se la pose enfants, pas, quoi. Voilà. lui, il se la pose pas, c'est un fait de la vie. Bon, tu sais, puis et les enfants, ils vivent dans l'instant présent. Dans l'instant présent, c'est pas il y a pas encore de handicap clair avec les autres. Ça les affecte, bon, le soir, mais le jour, il y a pas de différence, donc il la vit pas. Et alors, le transposer quelque chose dans le futur et cette espèce de, tu sais, de sentiment de pourquoi eux, pas moi? Je crois pas que c'est un truc que les enfants vivent, ou en tout cas, du moins pas dans l'instant présent. Tu sais, pourquoi lui, elle a les cheveux blonds et pas les autres? Ça fait partie, je crois, de la même, catégorie. Bon, à force de se faire poser la question, je crois qu'il tu sais, il dit: «Mais oui, oui, je vais être là pour eux plus tard, je vais prendre soin d'eux», mais je crois pas qu'il En vit gros, on le vraiment. fait réfléchir à une question à laquelle il ne sait enfin, qu'il ne s'est même pas posée Exactement. lui-même, le pauvre. Exactement. Ouais. Mais ouais, va falloir voir plus tard, mais et aussi, tu sais, ils sont tellement positifs dans le tu sais, et c'est pas encore quelque chose qui est très négatif pour eux. Donc, il y a pas cette espèce de sentiment de l'avoir échappé, tout ça. C'est juste un fait. Puis bon, ils sont positifs, vis-à-vis de la situation, donc ça l'affecte pas trop. Et toi, tu as pas vu de changement sur la dynamique de la fratrie, ça a pas changé Non. quoi que ce Mais c'est soit entre les 4, quoi? non, parce qu'ils étaient trop jeunes. Tu sais, Mia avait 7 ans, Léo avait 5 ans. Fait que 5, 3, Mmh. 1, quand le diagnostic est arrivé, il y a pas eu de avant et après. Est-ce que leur dynamique aurait été différente s'il y avait pas eu ce diagnostic? Peut-être, mais j'ai pas l'impression, en fait. C'est une question que j'allais te poser. Est-ce que voilà, il y avait un avant, un après. Voilà, comment on continue finalement dans son quotidien, après une nouvelle, pareille, voilà, comment on tient? À quoi on s'accroche? Je je crois que c'est un peu de compartimenter aussi, tu sais, ve la vie avec 4 enfants, tu sais, ça occupe déjà tellement de place que, Tu m'étonnes. ah, tu sais, c'est facile de l'oublier au quotidien, tu sais, comme dans la routine, on n'y pense pas. Mais bon, tu sais, quand, c'est toujours dans les moments où tu te retrouves seul, où tu as du temps pour réfléchir, ben, c'est là que l'émotion ressort. Hem, mais c'est facile de le mettre de côté pendant la journée, de Oui, tu pas es parce tellement que pris dans ton tourbillon, voilà, avec 4 enfants que exactement, finalement surtout c'est qu'il y un a ri avantage. ouais, ouais, ça occupe. Mais et en même temps, c'est pas comme ça change pas, il y a rien qui a changé, tu sais, il a pas fallu changer les habitudes, on sent pas le poids de ça, c'est quelque chose qui va être dans le futur. Donc c'est quelque chose de très abstrait, c'est comme un espèce de gros nuage dans le futur. Mais c'est pas comme, quelqu'un qui va recevoir un diagnostic, tu sais, de cancer pour son enfant, qui va devoir tout chambouler et aller à l'hopital, tout ça, Tu as ça a des un impact traitements, direct. ouais.
Ouais, Mm. alors que nous, tu sais, au quotidien, mais il y a absolument rien qui change. Et Fait alors, est-ce que l'idée de ce tour du monde, elle vous est venue rapidement? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire avant d'apprendre cette nouvelle ou du coup, c'est ça qui a généré cette envie-là chez vous? ben, c'est un mix des 2, tu sais, on était des voyageurs avant. Je crois que cette idée de faire le tour du monde avec ses enfants a toujours été une espèce de rêve de tout voyageur Bien a sûr. un peu cette idée de faire ça, mais c'était pas une idée concrète, c'était comme une espèce de rêve où on se disait: «Ouais, ça serait cool de faire ça». Je crois que le diagnostic a vraiment été l'élément déclencheur de le coup de pied au derrière pour dire: «Mais là, il y a plus aucune excuse qui tienne», tu sais? Il y a plus rien qui peut être plus important que ça. Donc, tu sais, les finances, on s'en fout, la carrière, on s'en fout, l'école, on s'en fout. C'est toutes les barrières qu'on peut se mettre pour pas partir autour du monde, ben, il y en a aucune qui tenait. Alors, Tu vois les ça choses nous a permis complètement différemment, quoi. Mm. voilà, ouais, ça Mm. met en fait, ça met en perspective, qu'est-ce qui est important. Ouais, c'est clair. Et alors, du coup, comment ça s'est organisé? Voilà, comment on se lance dans un tour du monde avec quand même 4 enfants, je le rappelle. Ouais. Bah, c'est bon, tout seul, un enfant, 4 enfants, Ah, quand même, 4, tu sais, c'est c'est sportif. ouais, bah, on se lance. Faut pas trop se poser de questions. Tu sais, on avait beaucoup planifié et puis, on devait partir en juillet 2020, en juillet 2020. Donc, Ah ouais, il y on a eu le n'est Covid, jamais c'est parti. ça? Ben voilà, on avait Ah acheté mais nos ouais. premiers billets d'avion, on avait tout Oh planifié, non! on avait un itinéraire, assez détaillé. Puis là, ben, tout est tombé à l'eau. Oh! Et là, on a passé 2 ans à refaire cet itinéraire parce qu'à chaque fois, on dit: «Ben ouais, on va partir dans 2 mois, dans 3 mois» et puis de 3 mois en 3 mois et finalement, Ah mais quelle ça a été galère. ah Ouais. ouais, ça a été, 2 ans de report. Puis, tu sais, la situation géopolitique change, la saison n'était plus la même, tu sais, quand on est Bah ouais, parti. bien sûr. Puis, ben, il y avait toutes les quand on est parti, il y avait tous les conditions sanitaires, tu sais, il y avait encore des restrictions. Certains pays, les frontières étaient ouvertes, Bah oui. d'autres demandaient un test COVID, des vaccins. Tu sais, il y avait plein de requis pour chaque pays. Donc, on a trouvé un pays qui avait des frontières ouvertes. On a dit: «OK, là, on se lance». On savait même pas, en fait, si, on savait pas à ce moment-là s'il y aurait pas, c'était après Omicron, on savait pas s'il y aurait pas une autre vague qui ferait tout fermer. Donc on savait pas combien de temps on pourrait partir, mais on a dit: «Ben, on tente le coup» et on est parti sans itinéraire parce qu'on s'est dit: «Mais ça vaut pas la peine de tout replanifier parce que tout change trop». Alors, on a mis le premier pays et on a booké nos billets d'avion et on est partis. Et allez go, quoi. Allez Et go! vous aviez associé un peu, les enfants à ce projet, à faire un peu leur bucket list, Beh, le premier la première fois, non, parce qu'ils étaient assez petits et mais tu sais, pendant ces 2 ans, on voulait les impliquer. Puis, tu sais, de demander à un enfant, quel pays tu veux, visiter, ben, c'est un peu trop abstrait, tu sais, ils connaissent pas les pays, ils savaient pas trop Bien ce qu'ils sûr. voulaient. Alors on a décidé d'y aller avec, cette, bucket list d'activités qu'ils voudraient faire, autour du monde Bah ouais, c'est plus et parlant. ouais, bon, c'était quelque chose de très ludique au départ, que pour qu'ils se sentent impliqués sans que ça soit vraiment sérieux. Puis, bah, tu sais, il y a Laurent qui est venu mettre son fameux, «Je veux boire du jus sur un chameau». Il D'accord. il avait 4 ans, mais on trouvait ça tellement mignon et tu sais, il était très, très convaincu. C'était très important de boire du jus. On n'a jamais su pourquoi, mais c'était très spécifique. Alors, on l'a mis sur la liste et c'est devenu un peu comme, un running gag, Ouais. on va faire quand tu sais, quand on a enfin fait du chameau, mais tous les enfants nous demandent: «Est-ce que tu as du jus? Est-ce que tu as Ouais, acheté du spoiler, jus?» est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? Ah ouais, il l'a Oui! fait. Oui, on a fait la fameuse photo. Ouais, j'imagine. C'était très drôle. Puis il devait s'en Et puis souvenir surtout. ah ouais, ouais, ça Il avait pas c'était, oublié. non, ah c'était très drôle. Mais et puis toutes les autres activités, il y avait des trucs tout banals comme, manger de la crème glacée, donc ça nous ramenait à cette liste toujours. Il y avait des trucs très spécifiques comme, faire du cheval en Mongolie, faire du surf, mais ça a vraiment un peu, lié dans le fond ce voyage. Mais du coup, ça leur a ancré, des souvenirs, un petit, peu plus voilà, plus
finalement plus marquant, quoi. Parce que je crois que c'était ce que vous avez dit un des médecins, c'est ça, c'est qu'il fallait remplir la mémoire visuelle de vos enfants. C'est ça Ouais, qui pourrait les aider une fois, enfin, ouais, les aider, ouais, une fois adultes, si ils en arrivaient là au niveau de la ouais. maladie, quoi. Ben, ils avaient parlé, puis je me rappelle, c'est une spécialiste, puis elle a dit, mais tu sais, vous pourriez regarder dans des livres des images de girafes et d'éléphants. Puis je me rappelle qu'elle avait dit girafes et éléphants. Tu sais, elle a dit quand ils vont être aveugles, comme ça, ils vont savoir à quoi ça ressemble. Tu sais, il faut Ouais. profiter de la vision pour remplir la mémoire visuelle. Et là, c'est comme si ça a été un peu tu sais, l'étincelle que ça nous prenait pour ah ouais, non, mais ça, c'est concret. Remplir la mémoire visuelle, c'est quelque chose qu'on peut faire. Tu sais, parce que c'était un peu ce sentiment d'impuissance-là qui était difficile à accepter. Ben, on peut rien faire. Mais remplir la mémoire visuelle, ça, on était capable. Puis au départ, on se dit, ben, on va aller faire un safari en Afrique, tu sais, voir les girafes, les éléphants. Mais après, on s'est dit, mais OK, mais remplir la mémoire visuelle, il y a tellement de choses qu'on peut rentrer là-dedans. Et puis, on s'est mis à rajouter des destinations. Et puis, au final, voilà, ça s'est transformé en voyage d'un an et qui a fait, finalement, on a voyagé pendant 15 mois. Alors, fais-nous rêver. Quel pays vous avez visité? OK, bon, donc si on les énumère, on a fait la Namibie, la Zambie, la Tanzanie. Après, on a fait une escale en Turquie. On est allé en Mongolie. On a passé 2 mois en Indonésie. Après, on a remonté l'Asie du Sud-Est. On a fait la Malaisie, dont l'île de Bornéo, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. Et après, on est allé au Népal. On a fait un trek de 9 jours dans l'Himalaya. On est allé à Oman. On est allé en Égypte. Et après, on a fait un petit saut à la maison pour finir l'année scolaire avec Mia. Et après, on a continué avec l'Équateur et la Colombie. Incroyable. Puis vous n'avez pas choisi des destinations finalement très communes à faire avec des enfants. C'est ça qui est génial, mais ouais, c'est pas forcément les destinations. L'Asie du Sud-Est, en général, c'est assez choisi, mais le Népal, la Colombie, c'est ça, t'as dit, l'Afrique, Ouais, etc. C'est pas forcément les destinations les plus aisées avec des enfants, mais ouais. c'est génial. Mais, ouais, ben, il y avait plusieurs raisons. Tu sais, évidemment, là, il y a l'aspect financier. Tu sais, avec 4 enfants, c'est quand même très cher. Donc, Bien de sûr. choisir des pays où le coût de la vie était plus bas, c'était évidemment plus facile. Tu sais, c'est pour ça que l'Europe a été complètement comme oubliée parce que tu sais, c'était juste trop cher de voyager avec 4 enfants. Puis, mais il y avait aussi l'aspect des grands espaces. La Namibie, la Mongolie, entre autres, c'est des espaces désertiques parce que mes enfants, c'est ce qu'ils vont perdre. C'est cette espèce de, comme leur champ de vision va se rétrécir de l'extérieur vers l'intérieur, ils vont perdre tu sais, la vision des grands espaces. Donc, on voulait des trucs nature. Et à la base, on est beaucoup plus plein air que ville. Donc, ça a aussi orienté nos choix. Puis, je crois que il y a aussi le côté aventure, tu sais. On voulait se mettre au défi aussi. Donc, c'est des pays qui étaient plus difficiles de sortir des sentiers touristiques. On voulait rencontrer les gens plus que juste prendre des clichés dans des endroits connus. Connu, ouais. Bah, c'est vrai que c'est déjà une expérience incroyable à vivre en solo. Je t'avais dit, moi aussi, j'ai fait un tour du monde pendant 7 mois. Alors j'imagine encore plus quand tu vis ça en famille et d'autant plus avec votre histoire singulière. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment vous avez vécu ce voyage avec vos enfants? Ben, déjà, de voyager avec des enfants, les gens, ils voient souvent la lourdeur de la logistique de voyager avec des enfants, mais en fait, c'est tellement plus, c'est tellement plus riche de voyager avec des enfants. C'est surtout quand tu veux rencontrer des gens, euh, les enfants, ils ont pas de, ils ont le jeu comme langage commun. Donc, partout où on arrivait, c'était facile de sortir le ballon de foot et de les laisser jouer. Tu sais. En quelques minutes, peu importe où on était, ben, les enfants, ils étaient capables de jouer. Ils n'avaient pas besoin de parler la même langue. Ils n'avaient pas besoin de... Tu sais, il n'y avait pas de barrière culturelle entre eux. Des enfants qui jouent, tout s'efface. Puis donc, et de prendre contact par les enfants nous permettait souvent d'entrer en contact avec les adultes, d'avoir des discussions.
ne serait-ce que dans la façon souvent où on était perçu. Tu sais, souvent, quand on est un touriste, on est vu comme un touriste. Et donc, on est vu comme quelqu'un qui a de l'argent, qui peut... mais quand on voyage avec des enfants, je crois que on connecte plus avec les gens parce que là, c'est comme C'est si des on aimants, montre... les enfants, ouais. Ouais. Mais aussi, tu sais, entre adultes, je crois que... Puis je le sens particulièrement, je sais pas entre hommes, mais entre femmes, il y a cette espèce de compréhension mutuelle qu'on vit la même chose. Tu sais, ne serait-ce que quand tu as des enfants, si tu vois une femme qui est dépassée parce que son enfant fait une connerie, qui lève les yeux au ciel, ben, tu sais, quand tu croises son regard, ben, il y a cette espèce de ah oui, on se comprend, tu sais, une espèce de sourire de dire ben, puis ça, c'est Tu n'es pas super seule, beau. Tu comme n'es pas dirait seul. Ouais, Marine Léonardi en France. Vous n'êtes pas ouais. seule. Mais ça, c'est beau. Donc, tu sais, c'est comme si le fait d'être une famille, on va voir plus ce qui nous, tu sais, ce qui, tu sais, nos similarités, tu sais, en quoi on est semblable avant de voir nos différences. Alors que souvent, tu sais, quand t'es touriste, les différences sont très visibles, donc ça crée des barrières. On dirait que d'avoir des enfants, ça brise des barrières. Donc ça, c'était un aspect du voyage qui était extraordinaire. Et ensuite, tu as tout l'aspect où les enfants, ils ont une vision du monde super différente des adultes. Tu sais, nous, quand on voyage, on va voir, tu sais, ce qui est beau, mais ce qui est beau sur une liste. Tu sais, de dire, ouais, aller voir cet endroit, c'est beau, t'arrives, ouais, c'est beau. Mais les enfants, ils ont cette capacité-là de voir la beauté partout et pas au même endroit que nous, souvent. Et d'être à l'écoute de cet émerveillement a été vraiment un espèce de rappel. Tu sais, la beauté, c'est plus dans la façon de regarder le monde que ce que tu vois réellement. Donc, ça a été Clairement. une belle leçon. Et puis, ouais, et puis ils retiennent plus les expériences. Typiquement, le jus sur le dromadaire, ça fait sourire un adulte, mais un enfant, ça lui met des étoiles dans les yeux, quoi. Enfin, Ouais. ouais, c'est assez magique. Bon, alors, j'imagine quand même qu'il y a dû avoir des moments un peu moins faciles que d'autres. Quelles ont été un petit peu les difficultés que vous avez rencontrées pendant ce voyage? Ben, tu sais, honnêtement, on a été super chanceux où on n'a pas eu beaucoup de grosses difficultés pendant le voyage. Il n'y a pas de grosses galères. Bon, tant mieux. Tu sais, on a eu plein d'histoires abracadabrantes, mais tu sais, je crois aussi que, particulièrement avec Sébastien, on a cette capacité-là de quand ça devient vraiment, vraiment galère, ben, on tombe rapidement dans l'humour. Où là, ben, tu sais, ça nous fait rire. C'est trop ridicule à quel point, tu sais, le trajet de bus qui finit plus, le bus qui arrête, qui tombe en panne, tu sais, je crois qu'on tombe dans l'humour. Donc, pour ça, il y a beaucoup de situations qui peut-être auraient été plus stressantes pour plein de gens et nous, ça a été. À part peut-être, tu sais, on a eu deux événements qui ont été plus difficiles. Pendant Noël, il y a eu un accident sur l'île où on était sur une île au Cambodge et il y a une branche qui est tombée pendant la nuit sur une tente. Et il y avait 2 jeunes qui étaient dans la tente et c'est moi qui ai apporté les secours, je les ai accompagnés à l'hôpital. Ça a été, tu sais, assez... Tu sais, les secours sont quasiment inexistants. Donc pour moi, ça a été vraiment un choc tu sais, de vivre, cette espèce de détresse-là où le système de santé on est tellement habitué d'avoir un système de santé qui, tu sais, une espèce de filet de sécurité qui, peu importe ce qui nous arrive, on va être Pris en soigné, charge, quoi. pris en charge. Mm. Alors que c'est pas comme ça dans tous les pays et ça, j'ai trouvé ça vraiment, difficile et puis c'était des jeunes locaux donc c'était un peu pire de voir cette espèce d'injustice parce que, tu sais, si ça avait été un de mes enfants, parce qu'il y a des assurances, ben là, les hôpitaux, là, les auraient pris en charge, alors que là, bon, c'était des jeunes, C'était plus compliqué, ouais. ouais. Donc Mm. ça a été un gros stress. Mais ça a été un stress qui m'a surtout affecté. Les enfants, comme ils dormaient, comme ça s'est passé la nuit, tu sais, ils ont été moins affectés. Donc ça a été une galère, mais c'est plus un événement en parallèle, en fait. Puis, ben, il y a le fameux téléphérique à Quito qui a fait
Il y avait le tour des journaux aussi, Mm. mais pas de la même façon. Parce qu'on est resté pris 10 heures dans le téléphérique à Quito. Euh, Ah ouais, c'est ouais, long. Ouais. c'était long. Puis c'était en pleine nuit. Ça a été, c'est les pompiers qui ont dû venir nous chercher après 10 heures. C'est dans le milieu de la nuit. Donc, puis on n'avait pas d'eau, on n'avait pas, il commençait à faire froid. On était au milieu de nulle part. Donc, on était au-dessus de la jungle, à flanc de montagne, et tout seul. Donc, Alors, ce qui était une belle vue au départ que tu apprécies, au bout voilà. de 10 heures, ça commence un peu, enfin, on s'en fiche un peu, quoi. Ouais. Ben, surtout qu'après un certain temps, on voyait plus rien. C'était Bah oui, complètement noir. en plus il fait nuit, voilà. Il fait nuit, puis là, en plus, il s'est mis à pleuvoir, il y a eu la brume, donc c'était vraiment le scénario pas top, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ah, je sais que c'est une question difficile, surtout quand on a voyagé pendant autant de temps, vu autant de belles choses, vécu voilà, autant d'expériences. Mais voilà, qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous, voilà, vous avez appris de ce tour du monde? Mais tellement de choses, en fait. Tu sais, nous, on est partis, on n'avait qu'un objectif, c'était de voir des belles choses. C'était Mm. l'objectif du voyage. Je crois qu'on n'avait pas anticipé à quel point les apprentissages qu'on ferait en famille seraient riches. À quel point ça nous apporterait à tout plein de niveaux. C'est déjà juste au niveau des liens familiaux, à quel point ça nous a soudés, à quel point, tu sais, dans notre quotidien, on a peu de temps ensemble de qualité. Tu sais, on se voit tout le temps, mais on vit peu d'aventures ensemble, on vit peu Bah oui. de défis. Et de vivre des défis, des moments plus difficiles en famille, je crois que ça nous a vraiment soudés. Et puis ça, c'est super précieux. Tu sais. Plus tard, ils vont vraiment avoir besoin les uns des autres. Quand leur vue va diminuer, ils vont avoir besoin d'avoir une famille unie. Puis ça va être très précieux. Puis je crois aussi que la résilience, tu sais, ça, c'est le truc que je savais qu'ils vont avoir besoin plus tard parce que tu sais, la maladie étant dégénérative, ben, ils vont souvent, tu sais, ils vont devoir s'adapter constamment à leur perte de vision. Ça ne sera pas facile. Ils doivent apprendre à se relever constamment. Et je crois que le voyage, le fait d'être pendant 1 an en dehors de notre zone de confort, donc d'être constamment dans l'adaptation, d'être constamment dans tu sais, à force de vivre des situations inconfortables ou difficiles, mais de voir que ben, après, tout va mieux. Je crois que tu apprends à t'adapter. Et on a vraiment vu un changement entre le début et la fin du voyage chez les enfants. Tu sais, comment ils étaient. Tu sais, le téléphérique est un bel exemple. C'est arrivé vraiment dans les derniers pays qu'on avait visités. Je crois vraiment pas. Tu sais, puis, bon, ça n'a pas été un moment de plaisir, mais il n'y a personne qui a eu de traumatisme. Et pendant pendant tout le temps que ça a duré, je crois qu'il y avait comme une certitude que ben, ça va, on n'est pas en danger, ça n'a pas été la panique immense. Et je crois pas que ça aurait eu, que la réaction aurait été le même si c'était arrivé en début de voyage. Ouais, carrément. C'est une force, hein, cette capacité d'adaptation. Apprendre ça dès le plus jeune âge, c'est très précieux. Ouais. Ben, pour eux, puis en fait, pour n'importe quel enfant. Tu sais, souvent, on dirait que les réflexes, c'est de vouloir protéger nos enfants, de ne pas vouloir, tu sais, vouloir leur éviter les défis, leur éviter la souffrance. Bon, la souffrance, oui, mais l'inconfort, même souvent, on veut éviter l'inconfort, alors que je crois qu'on les prive de cet apprentissage, tu sais, d'apprendre à passer par-dessus des épreuves. C'est quelque chose qui s'apprend. Et en voulant les surprotéger, je crois qu'on leur prive de cette capacité-là plus tard. Et est-ce que tu as appris des choses de tes enfants pendant ce voyage? Ouais, mais, mais vraiment, je crois que c'est leur vision du monde qui m'a été transmise. Ça, autant avec les gens, tu sais, cette capacité de créer des liens, ça, je trouvais ça tellement inspirant et beau. Euh, et, et cette façon de s'émerveiller aussi. Je crois que ça va me rester. Tu sais, même aujourd'hui, souvent quand j'aime, tu sais, me poser la question, mon enfant, qu'est-ce qui l'émerveillerait aujourd'hui? Et je vais plus m'émerveiller des petites choses, des insectes, des,
les chats, il y avait des chats partout et souvent, c'était la plus belle chose qu'ils pouvaient voir. Bon, on va voir cette mosquée extraordinaire qui est reconnue dans le monde entier, mais non, eux, ils Oui, c'est le chat retiennent dans la rue. Mais ils ont raison aussi. Les chats, ils sont magnifiques, ils sont mignons et Mais on en dit, tant hein, il qu'adulte, faut cultiver son enfant intérieur et ouais, moi, je suis assez d'accord, enfin, très d'accord même avec toi sur, il faut cultiver cet émerveillement au quotidien, quoi. Ça ouais, nous aide à relativiser les choses aussi, quoi. exactement. Mais de le vivre à leur côté, je crois que ça m'a vraiment ramené à ça et Bien j'essaie de sûr, le garder en vie ça, le c'est plus génial. possible. Mmh. Et alors justement, maintenant, le retour à la maison, voilà, comment ça s'est passé? Est-ce qu'eux, ils continuent d'en parler? Voilà, enfin, c'est un sacré changement, quoi. Après avoir vécu 15 mois à 6, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, retourner dans Ouais. une routine un peu différente. Mais honnêtement, pour les enfants, ça semble avoir été super facile. Ils sont retournés à l'école, ils ont retrouvé les copains. Pour eux, c'était comme on a posé la question à Léo et sa réponse a été: «Ben, c'est comme d'arriver dans un nouveau pays, ça fait on a changé de pays, tous les 15 à tous les mois, ben là, on arrive ici, ben, on se réadapte comme on s'est adapté pendant le an». Il a vraiment je dis: «Ben, ouais, ça fait du sens». Donc pour eux, ça a pas été difficile, je crois, de retrouver les copains. Il y a tellement de trucs qui les stimulent à l'école et les activités, tout ça, pour eux, ça a pas été, un souci. On parle du voyage, ils vont parler du voyage, mais ça va être des anecdotes ou des trucs qui vont sortir comme ça, qui vont faire penser à la Mongolie, qui vont faire penser à un endroit. Puis là, ben, évidemment, quand il y a une personne qui parle d'un souvenir, ben, ça suscite plein d'autres souvenirs. Alors, on se met à repartager des souvenirs. Mais, mais je crois que ça leur manque un peu. C'est drôle parce que l'année dernière, on a fait on est partis tous en voiture pour, aller faire, un truc, je me rappelle plus quoi, puis Laurent, puis c'était pas tellement loin de la maison, mais, je crois on s'en allait voir l'éclipse solaire. L'année passée, on a eu une éclipse solaire et je sais pas, il y avait une espèce d'excitation et on était tous en voiture et Laurent, tout petit, il disait: «Ah maman, c'est comme quand on est en voyage». Je comprenais pas, sur le coup, il me disait: «En voyage, on est à de 30 À 10 minutes de la minutes de la maison». maison. Et puis, mais après j'ai compris, c'est cette espèce d'excitation, c'est le fait d'être les 6 dans la voiture, de faire quelque chose ensemble, alors, tu sais, on essaye vraiment de se prendre des petits moments pour refaire des activités comme ça, pour Ouais, vous garder essayez, ouais, ce de faire ça au ouais, quotidien, enfin plus régulièrement en ouais, tout cas, pas au ouais. quotidien, Non, pas au mais ouais, quotidien, mais justement ouais, régulièrement pour, cultiver cette petite graine là que vous avez ouais, plantée, d'aventure et de voyage. ouais, mais bon, tu sais, avec l'adolescence qui commence, tu sais, c'est de moins en moins facile d'avoir, tout le monde ensemble dans les mêmes, mais bon, on essaye J'imagine. du mieux qu'on peut. Et est-ce que, l'invitation du, PD E6B dans vos vies t'a fait, changer toi en tant que maman? Mmh. Oui, je crois que, tu sais, en termes avant le diagnostic, j'étais beaucoup concentrée sur quelles valeurs je veux transmettre à mes enfants. Ça, c'était sur C'est important pour toi? ce qui était important pour moi. Je me Mmh. concentrais surtout là-dessus. Puis je crois qu'avec la venue de la maladie, il y a aussi comment je peux préparer mes enfants pour le futur. Tu sais, c'est quelque chose qui était plus flou. Tu sais, j'imagine que je le faisais, mais de façon moins consciente en tant que parent. Là, je crois que vraiment parce que je sais qu'il y a des moments difficiles qui s'en viennent, je le fais de façon consciente. Donc, comment je peux les aider à être plus résilients? Comment je peux les aider avec le futur? Ce que je crois que je faisais pas avant. Et alors toi, comment tu te sens? Comment tu prends soin de toi, voilà, au milieu de tout ça, au milieu de ton quotidien, voilà, ton quotidien Ben, bien rempli? ouais. Ben, tu sais, le retour a été, évidemment super difficile pour nous les parents. On le savait, on était prêts. Tu sais, c'est la Ouais, déprime, classique, de ouais, le petit retrouver blues ouais, post-voyage. post-voyage. Mais bon, avec, tu sais, il y a eu des super beaux projets au retour. Tu sais, il y a eu le film Blink Bien sûr. qui a occupé beaucoup de temps et ben, il y a eu l'écriture du livre qui pour moi a Mmh. été, très, presque thérapeutique. Ça m'a permis tu sais, autant de me replonger dans le voyage, mais en même temps de pouvoir,
de pouvoir me replonger dans le voyage avec qui j'étais maintenant. Tu sais, avec l'évolution de comment j'ai changé pendant ce voyage. Donc, d'avoir un regard différent sur comment on l'avait vécu et d'essayer de vraiment synthétiser et de mettre en mots justement qu'est-ce qu'on a retiré de ce voyage. Donc, ça a été un super bel exercice, super difficile, mais tellement fière de l'avoir Ouais, fait, tellement ça t'a fait contente du du résultat. bien, ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que bon, bah, quand on est maman, enfin parent de manière générale, mais maman, euh, bah, voilà, on a un quotidien. Alors, vous, en plus, avec votre histoire singulière, effectivement, ça rajoute une autre dimension, bien évidemment, mais on a quand même tendance un peu à s'oublier. Et voilà. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ce qui est important à ton équilibre à toi et ce que tu essayes de mettre en place au quotidien pour le préserver un peu, voilà, pour que tu puisses garder ta santé mentale. Euh, Ben, je sais pas si j'ai trouvé encore, tu sais. Moi, Ah, c'est des en fait non, mais tu sais, moi, j'ai toujours eu de la difficulté avec ces impératifs-là de ouais, tu dois prendre soin de toi. Donc, je disais: «Ah oui, je vais aller faire des massages, je vais aller au spa, je vais aller». Puis, à un certain moment, je me suis rendu compte que ces impératifs-là, en fait, me pesaient plus que le bien qu'ils me faisaient. Donc, tu sais, parce que tu entends: «Ouais, tu dois prendre soin de toi». Alors tu dis que tu dois prendre soin de toi et là, tu te poses des questions et ça me mettait une charge mentale de ça devoir fait de la trouver pression finalement. Ouais. voilà. Et là, j'ai dit: «C'est un peu contre-productif de se mettre de la pression pour se faire du bien». Donc ça allait Non, pas. il y a un truc qui marche pas dans l'équation. Donc déjà, de laisser aller le je dois faire prendre des moments pour moi, tout ça, déjà ça m'a fait du bien. Et ce que j'ai réalisé, c'est moi, j'ai besoin de projets. J'ai besoin pas de temps, pour moi, mais de projets qui me nourrissent. Ouais. Donc c'est moi, c'est ce qui m'aide. Ah. Donc c'est de se Donc il y a eu ce trouver livre. donc il y a eu ce livre, il y a eu le film. Là, je fais des conférences. Donc puis, tu sais, là, de donner des conférences, de pouvoir tu sais, les retours sur le livre et sur le film sont super touchants. Tu sais, les gens me disent à quel point, tu sais, ça les a aidés, à quel point ça les touche, ça les inspire. Mais les conférences, c'est encore plus direct comme lien. Je crois que le message est passe mieux et j'adore vraiment, faire ça. Donc ça, c'est ce qui m'occupe en ce moment. C'est ça ce qui est important pour toi. C'est ce qui est important Voilà, c'est à ton équilibre à toi. ça me Chacun choisit effectivement après sa façon de ouais, se faire du bien finalement, mais il n'y a pas oui, c'est ça. de recette magique là-dessus. Non, c'est ça, mais tu sais, moi, je le lisais, en fait, c'était probablement dans ma perception de ce que signifie se faire du bien. Tu sais, pour moi, comme pour beaucoup de gens, c'est de prendre du temps seul, du temps de qualité pour se ressourcer. Mais je me suis rendu compte que moi, ces moments-là, j'avais pas besoin de ce type de moment-là, mais plus Oui, c'était pas ton de truc. projet. Mais c'est vrai que cette C'est ça. espèce d'injonction au bien-être, injonction au bonheur, je suis d'accord avec toi, ça peut être contre-productif. Mhm. Mais c'est vrai que voilà, il faut chacun trouver un peu ce qu'on appelle sa chambre à soi. Enfin, tu sais, c'est un peu voilà, qu'est-ce qui toi te nourrit, comme tu c'est bien le terme que tu as utilisé, c'est exactement qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui permet de garder cette petite flamme en moi. Alors effectivement, pour certains, ça va être des cours de yoga et un massage, mais pour d'autres, ça va être autre chose, ça va être en contact avec des personnes, avoir des projets. Enfin, chacun a il n'y a pas de jugement, chacun a sa façon. Mais j'entends qu'effectivement, ces injonctions permanentes, peut-être des fois, tu te dis mais moi, ça me va pas. Pourquoi ça marche pas? Ah C'est non, ça. c'est pas du tout la réaction ou finalement ce que ça doit générer chez moi. Donc, effectivement, faut Oui. arriver à trier et à se recentrer sur ce qui nous fait du bien à nous, quoi. Non, c'est clair. Ouais. Et si tu avais un conseil à donner à la jeune maman que tu étais à l'époque, tu vois, avant d'avoir des enfants ou alors au tout début, voilà, quel serait-il? Ah, fais confiance à ton instinct. Ouais, fais confiance à ton instinct. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Tu sais, je voudrais comprendre à ce moment-là que, tu sais, la maternité, c'est une danse. C'est pas une recette, c'est pas des habiletés, c'est vraiment une danse et pour danser, ben, faut pouvoir suivre ton partenaire. C'est pas un solo, c'est un duo et tu dois,
apprendre à jouer autant avec toi, tes capacités, tes limites et comment ton enfant est. Donc, c'est le conseil que je lui donnerais. Alors, quelle est la suite pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toi et ta famille? Ah, d'autres projets. Plein de projets. Plein de projets. On aime ça, les projets. Mais ouais, voilà. Là, on rentre dans l'adolescence, donc c'est une autre étape de la vie. Donc, je trouve que c'est un peu une autre étape. Donc, je dois réapprendre mes réflexes. C'est plus la même chose. Donc, c'est comme si je retourne en apprentissage, en fait, avec Mia, qui est toujours le bouc émissaire. C'est avec elle que je me forme. Après, ça va mieux avec les autres. Mais voilà. Et là, ça va super bien. Et c'est tellement c'est une étape qui confronte, mais en même temps, c'est tellement beau de les voir s'épanouir. Donc, je trouve que c'est très valorisant comme oui, valorisant. En même temps, en tant que parent, tu te fais rejeter, tu réalises plein de trucs, tu es complètement ah ouais, OK, là, tu es un individu à part entière et ton rôle d'adolescent, c'est de rejeter tout ce que je t'ai enseigné. Je comprends. Mais tu es en même temps de voir comme fleurir à travers ça, de quand même voir que les valeurs que tu as transmises sont là, c'est beau. C'est beau, ouais. Alors moi aussi, je vais ajouter mon retour positif, mais c'est vrai que la manière dont vous avez transformé cette épreuve en quelque chose d'extraordinaire au sens littéral du terme, je trouve que ça force vraiment le respect. Vous avez su allumer des étoiles dans les yeux de vos enfants. Et j'en suis convaincue, même si évidemment je ne parle pas en leur nom, hein, mais je pense que vous avez su leur transmettre une force incroyable pour affronter l'avenir. Voilà, quelle leçon de vie, de courage et de résilience. Voilà, vous nous rappelez que même dans l'adversité, voilà, il est possible d'avancer et de faire naître de grandes et belles choses. Alors merci de nous inspirer, merci pour tout Edith, merci pour cet échange. Ben, ça fait un grand plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Bloom Up. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast. Rejoignez aussi la communauté sur Instagram sur Elodie_Roca, R-O-2-C-A, et bloomup.media pour poursuivre la conversation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.